L'hiver est toujours un défi ici, alors que j'essaie de transformer cet endroit en une forêt désertique dans le coin le plus isolé du Texas. Je pensais avoir trouvé comment réussir la germination hivernale. Pas tout à fait. Certaines graines ont pourri, d'autres séché, et ça ne marchait pas comme je voulais. Après de nombreux essais et erreurs, j'ai l'impression qu'on a percé le secret. Et maintenant, nous avons un peu de croissance avec l'opportunité bien plus importante de faire bien mieux à l'approche de l'été. Comme toujours avec Dust Ups, alors que les choses commencent à aller dans la bonne direction, les lapins attaquent. Pas juste un petit grignotage, mais un coup de dent ici et un coup de dent là. Ils s'en sont pris à mes arbres, qui sont la pièce maîtresse de ma forêt désertique Dust Ups. Mais comme toujours, ça veut dire qu'il est temps de s'adapter, de les surpasser et de protéger ce que je construis. Faire quoi que ce soit ici signifie que l'autosuffisance est essentielle. Pour obtenir ce dont j'ai besoin, il me faut les outils et compétences pour le fabriquer. J'ai perfectionné mes compétences, réparé, fabriqué des solutions et veillé à ne rien laisser me ralentir. Plus mon équipe et moi pouvons gérer de choses, plus cet endroit va se développer. Donc oui, l'hiver m'a réservé quelques surprises, mais tout cela fait partie du processus. Nous progressons, passons à la vitesse supérieure, et il y a de quoi être enthousiaste. Allons-y. Tu me disais qu'on a enfin quelques graines qui ont germé. Oui, donc si tu regardes, tu peux repérer les goutteurs grâce au sorgho qui dépasse et tout ça. Donc près de celui-ci, ces petits-là. Super, ouais, d'accord. Génial. Nous avons commencé à voir des pousses tout de suite ici, là où il n'y a pas de paillis. Et cette rangée a poussé en premier. Donc tu m'as demandé de ne pas pailler celle-ci à droite ici. Elles ont toutes grillé immédiatement. Et puis le reste a poussé dans les autres rangées. Qu'est-ce qui était différent dans cette rangée? Eh bien, elle n'est pas paillée. La raison pour laquelle elles ont poussé plus vite, c'est parce que le soleil, l'après-midi, en se déplaçant de ce côté, il y a plus de relief ici qu'à l'autre bout, et cette extrémité reçoit plus d'ombre l'après-midi. Et partout où il n'y a pas de paillis, elles sont mortes tout de suite. Donc, vous pouvez en voir quelques-unes qui pointent ici. Ouais. Et par ici. Très bien. Très petite et délicate, cachée sous le tuyau. Il y en a sûrement beaucoup sous le tuyau. Il y en a juste ici. En voici une juste ici. Il est mort. Je viens de le tuer. C'est difficile. Très fragile. Être patient est difficile, mais il vaut mieux les laisser sortir d'eux-mêmes car ils sont très délicats. Je suppose qu'ils traverseront le paillis quand ils seront prêts. Oui, à peu près. Pas beaucoup de résistance avec cette luzerne dessus. Non. Donc il y a des choses comme ça sur ces trois rangées. C'est un peu sporadique. Il n'y a pas eu de pousse à chaque goutteur. J'ai supposé qu'un bon nombre d'entre eux avaient probablement germé puis étaient simplement morts, comme celui-là. Ou mangés par des souris et des oiseaux s'ils étaient à découvert. Lapins. Oui, les lapins. Je veux dissuader les rongeurs, les lapins et d'autres petites bêtes. Et la meilleure façon de le faire, c'est avec de l'huile de menthe poivrée. Je ne sais pas pourquoi. C'est une solution biologique. Et pratiquement tous les animaux, sauf les humains, détestent ça. Donc je vais en mettre partout. Mec, ça sent bon. Je vais sentir les bonbons de Noël et la réglisse. Et ce petit-là qui s'est fait mordre en deux. Et ensuite, on va prendre ce jeune-là qui s'est fait mordre en deux. Prends le rattlebush. C'est deux victimes des lapins. Deux victimes des lapins. D'accord, voilà. Encore des dégâts causés par les lapins. Juste ici. Encore des dégâts causés par les lapins. Juste là. Un petit avantage à ne pas avoir de pluie. Je n'ai pas à faire ça très souvent. L'huile reste tout simplement. Lapine, 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 lapine. Heureusement, il y en a qui n'ont pas été attaqués. Et c'est pour ça que je pulvérise. Ces fichus lapins, les bonbons à la menthe poivrée sont très efficaces. Je n'ai pas vu les lapins revenir, donc j'espère qu'on saura quoi faire à l'avenir pour protéger notre croissance. C'est certainement moins cher et plus rapide que d'installer des clôtures, et surtout maintenant que nous avons réglé le problème des vaches, ça devrait aller.
Nous sommes maintenant le 10 janvier et un petit avantage au fait que tout le sorgho soit mort pour l'hiver, c'est qu'il est maintenant un peu plus facile de voir où se trouve le palo verde et comment il se porte. Tout a l'air vraiment bien. J'en suis assez content. Compte tenu des problèmes précédents, nous avons encore besoin d'une meilleure germination et d'une culture de couverture hivernale qui pousse. C'était quelque chose de décevant, car on a à peine eu de la germination ici, là où je marche près du biochar. Nous n'avons rien paillé, mais c'est aussi ici qu'il y a eu la dose la plus élevée de biochar et une seule espèce a germé. Tout le reste, rien n'a germé, ce qui me dit que c'est juste un problème d'humidité. Donc maintenant, on a augmenté notre paillage, y compris au milieu des rangées de semis. Et ces rangées de semis ont maintenant de la luzerne qui les paille, ce que je n'aime pas trop parce que c'est du foin cher, mais c'est ce qui pousse ici. Et c'est ce que je pouvais justifier de dépenser tout de suite. Donc on a de la luzerne qui couvre toutes les rangées. Nous lançons l'irrigation goutte à goutte pour faire pousser les cultures de couverture d'hiver. Je pense qu'on peut encore les faire pousser avant la fin de l'hiver. Mais sinon, cela reste précieux, car nous avons appris quelque chose. Le problème de germination est clairement dû au manque d'humidité qui reste dans le sol. Et si nous ne pouvons pas garder le sol humide, nous n'arriverons à faire pousser que les plantes les plus résistantes parmi les plus résistantes. C'est pour ça que Palo Verde a été un tel succès pour nous, car il pousse avec juste la moindre trace d'humidité. On a beaucoup appris depuis l'été où tu étais ici, et nous avons très soigneusement semé les graines. Mais ce que j'ai appris en ne voyant sortir que le Palo Verde, c'est que je pense que toutes les graines se sont simplement rendues compte. L'environnement était trop chaud pour qu'elles réussissent, et la plupart n'ont jamais tenté leur chance. Nous avons réessayé cet hiver, et ce que Brandon a dit s'est avéré très vrai. Les graines ont essayé de germer, puis elles ont été anéanties. Je m'étais toujours retenu de mettre du foin dessus parce que je sais que les graines ont besoin d'UV pour germer, mais avec la pression animale que Brandon constate. Et mon impression, c'est que c'est simplement la chaleur et le vent. C'est un peu trop rude pour qu'elles puissent qu'au démarrer, et c'est aussi un problème de rétention d'humidité. Les graines germent et on irrigue régulièrement, mais quand on revient le lendemain matin, le sol est sec. Et pour que les graines germent, il leur faut une humidité constante. Et je ne peux pas cacher ma déception de ne pas voir de germination partout. Mais il y a deux faits. Premièrement, j'ai semé beaucoup trop tard pour un couvert végétal d'hiver. Et deuxièmement, j'ai perdu 1 mois de plus parce qu'il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui se passait. Le grand avantage, c'est que je n'ai pas à refaire ça. Donc nous avons un gros stock de foin que Brandon est allé chercher à Del City, ce qui est la beauté du 40 Sound. Et on en parlera un peu plus tard, mais c'est 1 heure de route et on a pu ramener un gros stock de foin et maintenant on s'en sert aussi pour détourner la faune. C'est de la belle luzerne, donc ils n'ont aucune raison de venir s'attaquer à la terrasse et ensuite ça nous permet d'être beaucoup plus généreux avec le paillis. Quand on a commencé, Brandon Jou et moi, on se promenait littéralement à ramasser chacune de ces petites feuilles d'agave qui sont partout sur la terrasse. Et puis le yucca, le sotol et tout ce qui arrivait ici était ramassé à la main, ce qui va si tu vis dans un pays en développement et que ce sont toutes les ressources dont tu disposes. Mais ici, je comprends l'idée d'utiliser les ressources qu'on a, mais ça coûte aussi de l'argent de payer Brandon. Et je fais ça selon un certain calendrier. Donc je veux aller plus vite. Et il est logique de dépenser de l'argent pour amener du fumier de cheval, comme on a finalement réussi à le faire. Et ensuite d'apporter du foin et de dépenser de l'argent pour le foin. Parce que je ne suis pas dans une urgence folle, mais le temps c'est de l'argent, et je veux que ce foin conserve l'humidité. Et c'est aussi le coût pour mon matériel. Donc on apporte de l'eau, et si je transporte de l'eau sur ces routes, qui sont nettement meilleures, mais qui restent des routes en terre avec du gravier tranchant. Ça use le matériel,
Donc ce n'est pas seulement la facture de diesel, ce sont aussi les amortisseurs cassés, les croisillons cassés et tous les problèmes qui viennent avec le fait d'apporter de l'eau ici. Donc comme la plupart des gens dans ma situation, je suis sûr que j'aimerais pouvoir recommencer. Mais même là, l'opportunité d'acheter le camion qui permet de transporter des choses ici n'existait pas. Et je ne savais tout simplement pas faire autrement. Donc c'est juste frustrant. J'aimerais vraiment faire mieux. Pas seulement pour moi, mais pour vous tous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, et je veux réussir et je veux y arriver. Je mets soigneusement en pratique ce que j'ai appris sur la terrasse suivante là-haut, et à mesure que cet équipement s'améliore et que nos relations avec les fournisseurs se renforcent. Avec le fumier, le foin et toutes ces choses, j'essaie de trouver un équilibre pour ne pas tout faire en même temps. En appliquant les leçons, nous pourrons avancer plus rapidement. Donc cette année, je n'ai aucune inquiétude concernant la plantation des 2 terrasses qui sont prêtes. Idéalement, j'aimerais planter les barrages et, une fois que ce sera fait, nous pourrons commencer à nous étendre encore plus et à ouvrir de nouveaux terrains. J'ai des idées sur la façon dont nous pouvons utiliser l'hydrogel dont j'ai parlé dans un épisode et l'intégrer dans les terrasses, de sorte qu'en les construisant, ce soit tellement profond que ça ne se décompose pas. Et ça me semble être une stratégie gagnante à tous les niveaux. Je suis enthousiaste. Je suis juste frustré parce que je sais que je ne verrai même pas de progrès avant mai. Et c'est encore loin. Donc d'ici là, je dois juste continuer à bosser, réfléchir, apprendre et avancer pas à pas. J'allais dire que s'il y a un équipement qui rend les spectateurs fous, c'est celui-ci, mais j'aurais pu dire la même chose du bulldozer aussi. Je pense que tout ça mène juste à une avalanche de commentaires qui ne tiennent pas compte du contexte, du budget et de tout un tas d'autres paramètres. Mais je suis ravi de cet achat. J'ai eu du mal à sortir du canyon et je pense que c'est facile à corriger. Parce que quand j'ai vu le camion sautiller, même avec la remorque attachée, je mettais beaucoup trop de pression sur l'arbre de transmission. J'ai aussi réalisé, oui, j'ai vraiment besoin de poids, à l'arrière. Il fallait juste que je le voie en vidéo. C'est différent quand on est au volant parce qu'on ne voit pas l'arrière rebondir. Donc maintenant que j'ai pu regarder les mêmes images que tout le monde et aussi lire 7000 commentaires disant d'ajouter du poids à l'arrière, je vais ajouter du poids à l'arrière. Et je crois vraiment qu'entre ça et les autres améliorations qu'on a faites sur la route, parce que j'ai acheté une lame niveleuse et cette lame est géniale, elle a déjà nettement amélioré la route. Et entre ces améliorations et celle-ci, tout fonctionne parfaitement. Je voulais surtout répondre sur les camions militaires. Ils sont utiles et j'en aurai un jour. Mais je pense que la plupart des gens qui commentent n'ont pas à payer la facture de carburant. Donc les camions militaires mesurent leur consommation de carburant en gallons par mile, alors que celui-ci, c'est en miles par gallon. Le coût du carburant, c'est vraiment le jour et la nuit. Je me souviens avoir parlé à Brent Underwood de Ghost Town Living. Il possède un vieux camion militaire de 5 tonnes. Et simplement le faire monter et descendre sa montagne, soit 16 miles aller-retour, lui coûte entre 20 et 50 $. Bon, ça c'est les prix du carburant en Californie, mais même s'il paie 7 $ le gallon, la consommation est atroce, alors que celui-ci fait, même dans le pire des cas, 5 miles au gallon. Ce que ces spectateurs suggéraient me coûterait probablement 500 $ en carburant. Ça m'a coûté si peu que je n'y fais pas attention, peut-être 15 ou 20 $ l'aller-retour, peu importe. Donc oui, j'adorerais avoir un camion militaire à 4 roues de motrice, mais la seule façon dont je vais utiliser un camion militaire, c'est sur des distances très très courtes. Si pour une raison quelconque, on transporte du gravier et qu'on parcourt quelques centaines de mètres, ou peut-être 1 ou 2 kilomètres, oui, ça a du sens à cause du terrain. Mais quand il faut parcourir 61 km pour arriver jusqu'à une route goudronnée, il n'y a rien ici qui vaille la peine de payer une facture de carburant pareille. Ni du fumier de cheval, ni de l'eau, littéralement rien. Et la seule limite de ce camion, c'est vraiment de traverser le canyon. Il fait l'affaire sur 98% du trajet. Et c'est insensé d'acheter un véhicule juste pour une portion du trajet qui est vraiment proche du camp. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons décidé d'utiliser les outils à notre disposition. Le prochain achat que je veux faire, qui dépend beaucoup du budget et qui semble encore loin, c'est un tracteur. Mais si j'achète un tracteur, il me faut vraiment beaucoup de puissance. Jusque-là, j'ai un bulldozer.
et Daniel veut depuis longtemps m'apprendre à souder à l'arc. Et nous avons une machine qui est tout à fait capable de tracter une remorque basculante. Et au lieu de chercher partout des produits qui n'existent pas, c'est beaucoup plus simple, quand on a un problème critique, de pouvoir fabriquer soi-même la solution. Et c'est là que le soudage à la baguette entre en jeu. Nous avons cette barre d'attelage sur le bulldozer, cette très grande pièce d'acier coûteuse dont nous n'avons aucune utilité. Et il était beaucoup plus logique de prendre un tube d'attelage et de le placer au milieu parce que c'était la distance parfaite, de les souder ensemble, et voilà, maintenant le bulldozer peut tracter la remorque. Si la remorque peut rouler, alors le bulldozer peut la tracter. Donc je suis vraiment content que le bulldozer puisse tracter cette remorque. À l'avenir, la solution pour ce camion est de le tracter jusqu'au canyon. Et dès qu'on arrive à la partie délicate, alors c'est facile. On détache la remorque et utilise le bulldozer comme un tracteur de luxe. Ce n'est pas l'idéal, pas du tout. Ce n'est pas le plan à long terme, mais tant qu'on n'aura pas une meilleure solution, un budget plus important, et que je pourrai obtenir plus de matériel, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Mais voilà tout ce qu'il y a à dire sur ce projet. À mon arrivée, je ne pouvais même passer mon camion en 4 roues motrices. Et maintenant, on a une petite flotte de 2 remorques, un camion lourd, un camion léger et un suburban pour amener les bénévoles et ma famille. Et ça continue de grandir. C'est drôle parce qu'à chaque fois que je regarde mes anciennes vidéos, je me dis mais sur le moment, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'apprends, c'est la promesse centrale de la chaîne. Il y a eu de nombreuses occasions d'apprendre. En terminant, je voulais vous présenter quelques améliorations réalisées au camp. La venue de Daniel est toujours un événement majeur pour moi parce qu'il a des compétences que ni Brandon ni moi ne possédons. Donc, en plus de m'aider avec le camion et de faire un peu de soudure, il est capable de faire avancer le ranch depuis chez lui à El Paso. Et pendant qu'on marche ici vers le camp, je vais vous montrer toutes ces améliorations. N'ayez pas peur, je ne vais rien vous montrer de dégoûtant, mais on voulait tirer plus parti de l'un des bâtiments. Aucune raison d'occuper 8,1 mètres carrés uniquement pour des toilettes. Daniel a donc construit des toilettes extérieures. Je pense qu'il a fait un travail phénoménal. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de mettre des panneaux en PVC sur les côtés pour que le plastique des anciens IBC ne se dégrade pas. Mais ici, vous pouvez voir qu'il a installé un ventilateur solaire. Il y aura un urinoir qu'il nous suffit d'accrocher et il nous faut une vanne. Il nous faut un autre raccord en ICRE pour que tout s'écoule dans le réservoir de collecte d'urine. Mais voici la grande révélation. Regarde ça. Propre et net. Le collecteur d'urine est là-dedans et c'est ici qu'on fait ses besoins. Je pense qu'on doit cesser d'utiliser de l'alcool à friction car il explose toujours en dehors du récipient. Mais malgré tout ça, et d'ailleurs même si ce seau contient maintenant quelque chose, il n'y a même pas la moindre trace d'odeur. Mais c'est comme ça qu'on gère le contenu. Vous repliez ça pour que ce soit maintenant très facile d'accès. Et encore une fois, je ne vais rien vous montrer, mais il suffit de tirer ça et tout est dans ce seau. Si c'est trop plein, il suffit de secouer. Vous pouvez le remettre dedans. Voilà. C'est propre, c'est sans danger, c'est hygiénique, et comme on ajoute du biochar pour réduire l'odeur, on peut éventuellement ajouter des copeaux de cèdre pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait aucune odeur. C'est de la matière organique, et je vous assure qu'on lui trouvera une utilité. Le camp est un vrai bazar en ce moment parce que c'est une zone de chantier. J'ai passé un peu de temps pendant ce voyage à fabriquer mon bureau, et ma chambre est assez propre en ce moment. Donc c'est passé d'un espace exigu et chaotique avec une petite table pliante qui était juste là et qui dépassait trop. Maintenant, ma chambre a l'air assez organisée et je n'avais pas vraiment prévu d'inclure ça dans l'épisode. Donc c'est vraiment comme ça que je garde les choses d'habitude, ce qui s'améliore de plus en plus avec le temps. Il m'était vraiment difficile de justifier de passer les 2/3 d'une journée à fabriquer un bureau. Et je ne peux pas en faire un épisode. Personne ne veut voir quelqu'un fabriquer un bureau avec des planches 2x4. Mais pour moi, c'était vraiment important pour mon moral. Je passe beaucoup de temps dans cette cabane et je déteste le désordre. Ça commence vraiment à me peser. Avoir un espace propre et organisé où je peux réfléchir et me sentir chez moi améliore les choses.
Et puis Daniel est venu et j'ai fait, avec l'aide de Brandon, une grande partie du travail sur la cuisine. Ici, c'était la salle de bain avant. Et après un peu de nettoyage, nous avons maintenant la cuisine 2.0. Eh bien, c'est maintenant le bâtiment 2.0. Donc pour l'instant, on a une rallonge qui passe par là jusqu'à ce que je mette ça à niveau à 48 volts. Mais le congélateur et le réfrigérateur. Tout est là. On a l'espace de cuisson ici temporairement jusqu'à ce que je puisse construire un placard. Et puis de ce côté, il y aura l'espace repas commun. Je vais construire une banquette de ce coin à cet autre coin, puis la faire dépasser un peu jusqu'à cette porte, ce qui nous laissera juste assez de place pour probablement entasser 8 personnes ici. Et je suis vraiment enthousiaste à ce sujet parce que ça va rendre l'endroit plus convivial. En ce moment, quand on mange ensemble, c'est un peu ensemble, mais pas vraiment. Tout le monde reste debout, certains s'assoient, et c'est juste bizarre. De cette façon, une des choses auxquelles je tiens beaucoup avec mes enfants, c'est qu'on doit, chaque jour, prendre un repas ensemble assis à table. Et je pense qu'il y a quelque chose de très profondément humain dans le fait de se rassembler au même endroit, de partager un repas et de rompre le pain ensemble. Je n'ai jamais fait ça pour être sur YouTube. Je veux juste la forêt dans le désert et YouTube permet de le réaliser. Mais j'essaie de dégager du temps pour que nous puissions construire une communauté, et la communauté est un choix de conception. Ça passe par l'environnement bâti et par le fait de l'aménager. Même si c'est une table à manger très modeste, je la prends parce que ce n'est pas une question de luxe, c'est juste une question d'utilité. Dernière chose, ce que je voulais vous montrer dans le camp, c'est la douche qui est là depuis un moment. Elle n'a pas de porte, donc nous devions programmer nos douches pour préserver un minimum de dignité et d'intimité. Mais maintenant, nous avons une porte et malheureusement, Brandon va devoir l'attacher de nouveau. Je ne pense pas qu'il avait réalisé qu'on allait que revenir et mettre une porte ici. Donc, mais maintenant, on peut prendre une douche. C'est propre. Il y a toutes sortes d'améliorations que je veux apporter. Daniel et moi parlions de la façon dont nous allions récupérer l'eau et l'utiliser. Et l'un des projets que nous avons, c'est de nous assurer que nous avons un accès jusqu'au canyon. Et la façon la plus simple de faire ça, c'est de commencer tout là-bas et de construire une route d'accès. Nous allons partir de tout là-bas et ensuite, petit à petit, suivre ces terrasses pour construire la pente vers le bas. Jusqu'à ce que tu arrives tout en bas, au fond du canyon. Et ça a l'avantage qu'à un endroit sur cette terrasse, on pourra placer un IBC auquel on pourra accéder en toute sécurité. Et puis, un IBC à cet endroit pourrait récupérer l'eau qui s'écoule de cette douche ainsi que celle de la cuisine, qui est ce bâtiment à gauche. C'est probablement trop tôt pour en parler, mais je pense savoir comment on peut augmenter notre surface habitable sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Et je vais te montrer l'abri à outils et comment cela va être possible. Donc toutes ces niches pour chiens ont ces oreilles de fixation en acier juste ici. C'est vraiment de l'acier épais. Et on peut souder dessus. Donc ce que nous allons faire, c'est procéder par étapes en construisant essentiellement un cube qui entoure le bâtiment et ces oreilles de fixation sont les points d'ancrage. Et ensuite au-dessus, nous aurons un cadre qui reposera ici au-dessus. Et ensuite, nous pourrons accrocher une toile d'ombrage, ce qui donnera à Brandon et moi l'avantage immédiat de ne pas griller cet été. Et si nous alignons un bâtiment là-haut et que nous avons l'autre bâtiment en face aligné et que nous utilisons de l'acier et non du bois, c'est quelque chose sur lequel on peut construire en toute sécurité. En rénovant ces niches pour chiens, on a découvert du bois pourri partout. Quand on propose de construire en hauteur, j'y ai aussi pensé. Mais je ne fais pas confiance au bois à l'intérieur. Par contre, si j'ai de l'acier apparent à l'extérieur où on peut voir les soudures, et surtout si c'est Daniel qui fait les soudures et pas moi, là j'ai confiance. Et je pense qu'en trouvant de la ferraille, on peut construire en hauteur et avoir un système de type Lego pour agrandir la surface et construire quelque chose qui ressemble plus à une maison qu'à une cabane, ce qui m'enthousiasme vraiment. Mais ça, c'est pour plus tard et ça dépendra de l'acier qu'on trouvera et des matières premières qu'on pourra récupérer. Heureusement, Daniel a assez d'expérience pour que, s'il y a quelque chose de créatif ou d'inhabituel, on puisse l'envisager. Mais je suis vraiment enthousiaste à l'idée que cette infrastructure prenne forme. Je passe beaucoup de temps ici.
Je veux passer plus de temps en famille ici. Et pour que cela se réalise, il faut plus d'électricité, ce qui est en fait le prochain projet. Donc ce local électrique est actuellement câblé en 12 volts. Avec ma famille d'ici, je n'ai plus besoin de me presser autant. Je peux donc tout recabler en 48 volts. Et ensuite, tous ces bâtiments pourront avoir leurs propres onduleurs, leurs propres régulateurs de charge, et tout pourra être, enfin, la collecte de l'énergie solaire sera centralisée, mais au moins les systèmes indépendants seront décentralisés. Nous devons surtout contrôler la température dans le local électrique et la cuisine, car c'est là que sont stockés tous les aliments et la viande. Donc, nous ne voulons pas la gâcher. Je pense que c'est un aperçu vraiment complet de ce que j'ai fait ce mois-ci. Je suis ravi de terminer la journée avec toi. J'attendais que la lumière s'améliore un peu, donc c'est agréable de finalement partager tous ces progrès avec tout le monde. J'aurais aimé avoir plus de bonnes nouvelles concernant les plantes, mais nous sommes en février au moment où je filme ceci, et ce n'est vraiment pas la saison idéale pour la croissance. À mesure que les températures augmenteront et que nous pourrons cultiver des arbres pérennes du désert, je suis enthousiaste du travail accompli et impatient de partager cela avec vous. Merci d'avoir regardé, à bientôt dans le prochain épisode.